L'avenir de la santé est peut-être dans notre urine. Ça vous intrigue? Découvrez comment avec Jean-Christophe Co, CEO de Iki, qui nous emmène dans les coulisses de l'Uriki, une innovation qui révolutionne le suivi des maladies chroniques. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore inscrit, alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur un bouton qui apparaît par ici pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo publiée. Et si vous souhaitez aller plus loin et devenir vous aussi un visionnaire santé et contribuer au futur de la santé, alors inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant dans le lien dans la description et qui apparaît quelque part par ici dans cut.ly, les visionnaires santé. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais accueillir un invité plutôt remarquable, donc Jean-Christophe Co, qui est donc fondateur de Iki, une entreprise innovante qui a créé donc l'Uriki, une solution de thérapie digitale qui couple des analyses urinaires réalisées à domicile, dans le confort de chez soi, avec un dispositif connecté, un suivi personnalisé et des outils pour stimuler l'engagement du patient et son observance. Donc l'Uriki permet le suivi à distance de maladies chroniques telles que les maladies rénales, mais aussi cardiovasculaires et aussi le cancer. Donc Jean-Christophe a une histoire unique puisqu'il a eu lui-même des calculs rénaux, je pense un très mauvais souvenir, il y a plusieurs années, et c'est ce qui l'a en fait motivé à développer une solution pour éviter la rechute et aussi éviter cette souffrance à d'autres personnes, tout ça en modifiant tout simplement les habitudes alimentaires qui ont un impact direct en fait. Et ayant commencé le développement de cette solution au sein de la PME Inopsys, il a finalement franchi le cap de l'entrepreneuriat et il a créé Iki. Donc, Jean-Christophe, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours en mettant l'accent sur les événements clés en fait qui ont pu façonner ta vision, ton parcours et qui t'ont poussé finalement à être le fondateur de Iki? Ouais, ok. Ben écoute, alors déjà mon background, alors je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'INSA de Toulouse, je suis en génie physique. Après, j'ai fait un doctorat en nanophysique. Appliqué aux biotechnologies, donc vraiment tourné sur la biodétection. Comment on va détecter tout ce qui est biologique dans du sang, dans de l'urine, différents médiums. Et en fait, ensuite, bon, j'ai fait un post-doctorat et après j'ai été recruté au sein d'Inopsys où là j'ai fait plusieurs postes. Voilà, j'ai fait de la production, de la R&D, même le commercial, donc j'ai amené des projets de la feuille blanche jusqu'au bout. Et en fait, dans ce parcours-là, il y a déjà un moment clé, c'est la thèse. Déjà parce que la thèse, c'est le moment où j'ai pris en maturité. En maturité, je me suis un peu trouvé aussi, personnellement. Et un des points qui m'a intéressé, c'est d'être dans l'innovation. Un peu être le premier, en gros. Oui. À démontrer quelque chose. Ça, c'est vraiment le point qui m'intéressait. Et le deuxième point, après, c'est tout au long de cette expérience chez Inopsys, à un moment donné, j'ai fait ces calculs rénaux. Donc ça, c'était vraiment le point de bascule, parce que ça a été très douloureux. Et en fait, tout le background qui est derrière, toute cette démarche, j'ai pu acquérir d'aller rechercher, d'essayer de comprendre en fait des phénomènes. Mais je l'ai appliqué en fait à ce cas très personnel, qui est pourquoi j'ai eu mal en fait. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Donc en investiguant, j'ai fait mon état de l'art, donc en bon scientifique. Oui. J'ai fait des articles et c'est là en fait où j'ai vu déjà compris ce qui m'était arrivé. C'est là où j'ai vu en fait que l'urine il y avait de très bons marqueurs dedans sur notre nutrition. Et ces marqueurs-là étaient liés à la nutrition et en plus étaient liés au fait de pouvoir éviter ces calculs rénaux. D'accord. Donc c'est ce lien déjà entre urine et nutrition. Ouais. Et ensuite, il y a cette notion entre la nutrition et une pathologie qui était la lithiase urinaire à l'époque. Donc on est parti de cette idée-là, c'est de répondre à un besoin. Donc c'est un peu une expérience de patient expert. C'est un peu le patient qui a un peu investigué pourquoi ça lui était arrivé. Plus ajouter à cela le fait d'avoir ce background technologique autour de la biodétection. Parce que chez Inopsys, en fait, je faisais de la biodétection. Alors c'était des scanners de fluorescence pour le génotypage, on faisait des choses très, très complexes. Et donc, ce qui fait qu'on avait sur l'armoire plein de technologies, de briques technologiques qui nous permettaient en fait de se dire, pour aller chercher ces biomarqueurs dans l'urine, on a quand même des choses disponibles
Oui. Donc une sorte de capital technologique sur lequel on pouvait se baser pour essayer d'aller vite en fait sur ce projet-là. Donc un besoin, des briques technologiques qui n'étaient pas loin. Donc voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était intéressant à mettre en place. Et donc voilà, on a amorcé la chose. Pendant 4 ans, en fait, on a été incubé au sein d'Inopsys. D'accord. Et c'est là où, au bout d'un moment donné, le projet sortait en fait, s'éloignait un peu trop du noyau dur de ce que faisait de leur activité. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est là où il a fallu le sortir en fait, pour vraiment vivre notre vie d'entreprise. Voilà, on a pris notre autonomie et donc amener le produit. Donc l'idée de cette solution-là, donc c'est toujours la même, c'était de se dire, je cherche à me monitorer. Ouais. Donc il y a le patient, il est central dedans. D'accord. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc on est basé sur l'urine parce que c'est une analyse qui est simple à mettre en place dans son quotidien. On n'a pas besoin de se piquer, c'est pas invasif. Oui. Voilà. C'est naturel. Tout le monde voilà, voilà. Exactement, c'est vrai. Donc voilà, c'était ça. Et puis après, on s'est rendu compte que l'analyse d'urine, c'est une mine d'informations. Donc voilà, l'idée c'était qu'en gros, tous les jours, naturellement, c'est comme si on générait plein de données tous les jours. Ouais. Et l'idée, c'était d'aller chercher ces données, de les fournir aux patients. Et l'idée qui est arrivée lorsqu'on a un peu mûri la chose, lorsqu'on a interrogé les professionnels de santé, lorsqu'on a regardé un peu les parcours de soins qui pourraient être d'intérêt, autre que la lithiase, ouais. On s'est rendu compte qu'il faut vraiment rentrer dans le parcours de soins. Donc il faut impliquer les professionnels de santé. Okay. Donc cette donnée, on l'a fournie aux patients, mais en premier lieu aussi aux professionnels de santé. Oui, est-ce que vous aurez pu choisir l'option de simplement donner accès à ces données aux patients pour que lui-même... Pourquoi avoir impliqué les professionnels de santé? Et donc, au début, c'est au niveau de l'histoire, en fait, au début, on était parti très orienté sur le patient, surtout ouais. D'autotests. En plus, on avait vu qu'il y avait des seuils à dépasser ou ne pas dépasser. Voilà. On était très médical sur la lithiase, et puis à un moment donné, on a légèrement bifurqué en se disant, on pourrait peut-être dans un premier temps la porter au patient, sans revendication oui. médicale, juste pour d'un point de vue plutôt bien-être, faire attention à sa santé, oui. En prévention primaire. Voilà, je veux vérifier si je ne mange pas trop salé, si j'ai mes apports protéines. Voilà, exactement. Est-ce que mon équilibre entre ce qui est d'origine animale, végétale, est-ce que je suis plutôt équilibré? Ouais. Donc c'était l'idée. Après, on est revenu sur du médical parce que là où on est fort, c'est lorsque voilà, il y a des barrières, des difficultés réglementaires à passer. Donc c'est là, c'est pour ça qu'on est revenu sur du médical. Et donc c'est là où en fait on n'écarte pas le côté de le fournir aux patients oui. Dans un contexte plutôt de bien-être, mais pour nous, pour le moment, au début, voilà, je pense que c'est mieux effectivement de passer par le pro de santé parce qu'il est quand même expert quand même. Exactement. Et lui, il n'a pas été juste regarder Dr Google pour savoir si son taux protidique était le bon, parce qu'il y a plein de cas possibles, et aussi profiter de son expérience tout simplement. Et j'ai rajouté une petite chose, c'est aussi on fournit beaucoup de données. Oui. Et ça, fournir beaucoup de données, effectivement, quand on regarde sur Google, Google c'est une analyse assez simple, oui. Voilà, il faut être au-dessus, en dessous. En fait, nous ce qu'on regarde, c'est des dynamiques en fait. Oui, oui, c'est sur la durée, c'est sur une période. Ouais, c'est sur la durée. Donc et tout ça, ça demande en fait d'avoir quelqu'un derrière qui a ce recul, une tierce personne oui. Qui a ce recul, qui a une expertise, qui pourra interpréter. Voilà, nous ça nous semble primordial, au moins déjà dans le médical, c'est indispensable. Parce qu'il y a il y a des choses, il y a tout ce qui est à côté d'une pathologie qui doit être pris en compte, en plus de juste la nutrition. Donc ça, forcément, c'est le médecin qui est central, qui a cette vision vraiment 360 du patient. Et après, ça permet comme ça, on se dit, dans le médical, on va pouvoir avancer sur cette interprétation-là. Et après, dans des contextes où être dans du bien-être, on pourra ressortir en fait tout ce qui a été déduit en fait de cette expérience terrain, de cette expérience clinique, on pourra le revaloriser et le fournir après aux patients. Le basculer, voilà, c'est ça. Le médical nous permet d'aller d'investiguer profondément la question et les données. Du coup, c'est très intéressant et pour que notre auditoire comprenne mieux, est-ce que tu peux expliquer du coup ce qu'est l'uriquie de façon plus précise? Puisque j'ai parlé effectivement d'analyse urinaire, ouais. Mais préciser finalement quelle est la différence entre le fait que, par exemple, je vais à un laboratoire, ouais. Je fais une analyse urinaire classique,
j'attends les résultats ou mon médecin a les résultats et ensuite je vais le voir. Qu'est-ce qu'il y a de plus en fait avec Uriki? Effectivement, on a pris des biomarqueurs qu'on retrouve en fait en laboratoire d'analyse. L'idée c'était de pouvoir les réaliser à domicile. D'accord. Et surtout notre point central c'était de pouvoir les réaliser régulièrement. Donc la problématique du laboratoire d'analyse, la première chose c'est de les amener au laboratoire d'analyse. Oui. Il y a un côté logistique, on sort de notre intimité. Ouais. Donc voilà, donc pour que ça devienne en fait quelque chose de régulier. Ah oui, en plus c'est du one shot souvent. Oui, c'est ça. On ne va pas s'amuser à aller tous les matins faire. Ouais, exactement. En plus, souvent ces analyses-là, lorsqu'elles sont réalisées, lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, c'est des urines de 24 heures. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut collecter son urine pendant 24 heures. Oui, c'est un peu pénible et en plus ramener sa bouteille. J'ai déjà fait, c'est pas. Ouais, j'avoue que c'est pas. Ouais, ça rentre pas dans un sac à main, non. Un sac comme ça. C'est toujours un peu délicat, j'avoue. Hein. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est de faire juste ce qu'on appelle du spot. Donc c'est faire une mesure de temps en temps. D'accord. Qu'on puisse rester dans son intimité. Voilà, le lecteur peut rester dans les toilettes, les cartouches, ainsi de suite. Ça c'est le côté, nous ce qu'on appelle plutôt logistique. Voilà, oui, on ne pas se déplacer, on est chez soi pour faire une analyse pas forcément très agréable. C'est exactement ça. Et c'est donc toujours cette logique de rentrer dans le quotidien du patient. Et ça permet du coup de faire plus régulièrement sur une plus longue période. Ouais. Okay. Et puis ça évite beaucoup de biais en fait. Les retours qui nous ont été remontés, c'est que quand on fait une analyse, une collecte sur 24 heures pour voir quels sont les apports en protéines par exemple, il suffit que le patient soit il ne collecte pas tout, soit il peut faire attention ce jour-là. Et donc forcément les analyses vont être bonnes, mais en fait si une analyse est faite tous les mois ou une fois tous les 3 mois, c'est un point de mesure pour 30 jours, pour représenter 30 jours. Voilà, alors que là, l'idée, c'est d'avoir des petits points tout le long. D'accord. Et donc, c'est en gros comme si on prenait un tableau et en gros, au lieu d'avoir un petit point de temps en temps, voilà, c'est d'avoir plein de petits points qui nous font une image beaucoup plus précise au final et représenter de manière plus précise ce qui est fait. Est-ce que tu penses carrément que certaines personnes peuvent manger mieux juste avant pour que le point à 3 mois, pour faire plaisir finalement à ça va dans ce sens-là. Son santé. Oui. Alors consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il sait qu'il y a l'analyse d'urine, se dire oula, j'ai un peu juste le fait d'aller chercher le pot au laboratoire pour y penser, on commence à y penser, donc on repense en fait à son régime. Oups, il faut que je boive un peu plus. Ouais, ça peut être ce genre de choses. Il faut du coup 2 jours avant, je vais peut-être éviter de manger de la viande. Peut-être pas, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même souvent envie de faire plaisir. Enfin, il y a toujours ce côté-là. En général, les gens sont quand même assez bienveillants. C'est vrai. Donc là, il n'y a pas ce biais. Il y a vraiment. En plus, il n'y a pas de. On peut voir l'effet week-end, semaine. On peut voir. Exactement. Vacances, ça, c'est un point important. Exactement. Parce qu'en fait, l'analyse de 24 heures, souvent, elle est sur le week-end. Parce que c'est difficile de collecter quand on est au travail, par exemple. Oui. Donc souvent, c'est l'effet week-end. Et le week-end, on sait qu'on sort des clous. Oui. Voilà. Donc ça peut être aussi. Ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que soit la personne est plus observante, soit en fait. Moins observante. Les moins, mais c'est juste un point. Et c'était un dimanche, avec un repas de famille. Voilà. Et donc c'est un peu ça, ça va dans les deux sens. D'accord. Forcément. Et en fait, l'autre point, ce que ça change aussi, un point important, c'est qu'on a cette analyse biologique, mais on ne s'arrête pas juste à l'analyse biologique, on les couple en fait avec un journal alimentaire. D'accord. Le patient prend photo, ses repas, déclare ce qu'il boit. Et donc comme ça, en fait, ça permet en fait déjà de ne pas avoir à réfléchir, à se rappeler qu'on a un pic. Ah oui, il y a 3 semaines, qu'est-ce que j'ai mangé? On a fait le test en interne. Donc c'est pour faire le lien direct entre ce que le patient a mangé et l'évolution des différents paramètres. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, on va vraiment sur cette notion de personnalisation, c'est-à-dire de pouvoir identifier quel a été le repas ou les habitudes alimentaires, parce qu'on est périodique sur notre manière de faire. Qu'est-ce qui revient et en ressortir une règle en fait. Essayer de synthétiser la chose pour que ce soit la règle la plus ciblée possible pour qu'en fait on puisse l'intégrer dans notre mode de vie. Et le patient du coup se rend compte directement de l'effet de l'apéro du vendredi soir mais concrètement, il le voit vraiment sur ses résultats. Exactement. Et ça peut créer un peu le déclic finalement peut-être pour améliorer ses habitudes. Parce que c'est pas uniquement ce que lui a dit son médecin, mais il le voit concrètement. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et quels ont été les défis majeurs que tu dû surmonter pour lancer Iki? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple entre le moment où tu as l'idée. Ouais. Tu me parles de 4 ans d'incubation. Donc pendant l'incubation, comment est-ce qu'on fait pour à la fois faire son travail classique
et lancer un nouveau projet. Et ensuite, quand tu te lances dans le bain de l'entrepreneuriat, je sais que ce n'est pas un chemin simple, est-ce qu'il y a des défis particulièrement compliqués que tu as dû surmonter? Alors, les défis, je pense que le défi majeur, en fait, il est toujours, moi, je le mets sous le terme de l'écosystème, en fait. Ok. Il faut créer un écosystème autour de soi, il faut fédérer les gens, en fait. Oui. En fait, que ce soit pour l'aspect technique, faire des projets de R&D collaboratifs, aussi pour aller au niveau business, hein, pour pouvoir fédérer des gens autour de soi, des partenaires. Je pense que c'est ça, le défi, il est continuellement, en fait. Il n'est pas juste en plus au moment où on va dans l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Surtout sur l'innovation. Surtout quand quelqu'un ne sait pas si c'est possible ce que tu veux faire. Exactement. Donc de fédérer autour de ta mission finalement, autour du résultat, du bénéfice pour le patient, et donc progresser au fur et à mesure. Ok. Et du coup, si tu as fait ça, c'est vraiment pour augmenter finalement un peu l'engagement du patient, c'est un peu de l'éducation thérapeutique. C'est clairement ça. Nous, on dit on est un outil d'éducation thérapeutique du patient. Et en quoi tu penses que c'est crucial pour la guérison ou la prévention ou la rechute, si on repart de l'exemple du calcul rénal? Alors pour nous, pourquoi c'est crucial? Parce que alors là où on se situe, c'est à chaque fois lorsque la nutrition, enfin c'est même dans 75% des cas, en fait la nutrition, elle est centrale d'un point de vue clinique pour le patient. Oui. Ça peut être en prévention pour éviter l'apparition de maladies chroniques, mais ceci pour freiner ces maladies chroniques. Okay. Et donc derrière, en fait, pourquoi c'est vraiment crucial d'avoir ce suivi-là, enfin cet engagement du patient, parce qu'en fait, on est sur un comportement de santé. C'est un comportement. Et donc, il faut vraiment, c'est-à-dire que le professionnel de santé, il peut prescrire au patient ce qu'il peut faire, oui. Mais en fait, il y a toujours ce moment où il faut que ça rentre, il faut qu'il y ait des faits, en fait. Oui. Voilà, il faut un changement de comportement de santé. Donc, c'est là où, en fait, nous, on souhaite intégrer l'engagement du patient, donc des outils d'éducation thérapeutique du patient, d'engagement du patient, numérique, pour l'amener justement à partir de ces données fiables, objectives, d'analyse urinaire. C'est une base en fait pour l'amener à un changement de comportement. C'est un peu la même. On pourrait prendre un parallèle avec le diabète et la glycémie, oui. qui permet comme ça de voir en fait où est-ce qu'on en est du taux de glycémie. Là c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a plus de paramètres. Là on a 10 paramètres, 10 biomarqueurs au final. D'accord. Et donc voilà, ça permet en fait d'avoir un meilleur suivi. Et c'est aux médecins de leur expliquer. En général, ils connaissent bien les paramètres en question. À quel moment se fait l'éducation thérapeutique du coup? C'est le médecin, santé qui... médecin ou nutritionniste. Ou nutritionniste voilà. Coup. Il y a dans le parcours de soins, c'est plutôt il y a plusieurs plusieurs possibilités. Enfin c'est plusieurs même. En fait, il n'y a pas une éducation thérapeutique qui se fait un jour J donné. En fait, c'est le professionnel de santé, le médecin commence à sensibiliser le patient, lui explique ce qui va se passer, lui donne les grandes lignes. Le temps est plutôt limité, il voit son patient une fois tous les... Les médecins en général, je crois que c'est maximum, en moyenne c'est 6 minutes, je crois, la consultation. Voilà, là c'est un peu plus, c'est 15 minutes. Des fois c'est 15 minutes max, mais souvent ils disent que c'est pendant 15 minutes qu'ils vont changer le mode de vie du patient. C'est ça. Et souvent, ils ont tellement d'informations finalement à transmettre aux patients qu'à la fin, alors il y a un problème de jargon. Des fois, il y a un souci entre le jargon du médecin et ce que comprend le patient, mais des fois il y a la quantité. Et puis des fois, il y a le fait que ça reste théorique en fait. Et je pense que l'Uriki permet de rendre ça un peu plus concret, plus pratique. Puisque du coup, il fait voilà, c'est tangible, il fait un peu plus le lien. Et donc ça, tu penses que clairement, de suivre ce genre de paramètres, ça permet vraiment d'augmenter l'engagement du patient. Exactement. Parce que ça le rend acteur finalement de sa pathologie. Oui, exactement. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un continuum, c'est-à-dire qu'il y a le médecin, mais après, il y a souvent d'autres professionnels, il y a des infirmières, il y a des nutritionnistes, diététiciens qui suivent le patient, qui eux aussi en fait sensibilisent le patient, le suivent au jour le jour, avec plus ou moins de fréquence. Donc chacun en fait, nous on a mis ça sous le terme d'équipe médicale en fait. Oui. C'est pour ça que la complexité, il ne faut pas le voir juste comme un médecin, son patient, en fait c'est une équipe médicale qui va voir le patient, qui va le suivre. Il faut que tout le monde ait le même langage. Oui. Et les mêmes directions. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on a aussi une fonction de centraliser tout ça à un endroit
pour que ben voilà, quand quelqu'un a analysé les données et a donné tel message au patient, voilà, que le collègue en gros s'aligne par rapport à cette... Après, c'est vrai que pour que tout le monde comprenne, il y a d'abord un lecteur effectivement où le patient, où il y a la miction pour récupérer l'urine et avoir les résultats. Et ensuite, c'est connecté à une application mobile, et les informations ensuite sont transmises sur un serveur, sur une plateforme web, qui est accessible pour les pros de santé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, plusieurs pros de santé peuvent avoir accès à ces informations. Donc c'est paramétré au départ, j'imagine, par le pro de santé, en tout cas leader, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exactement. Le médecin traitant, par exemple, ou l'urologue, peu importe qui est le leader sur le suivi du patient. Et c'est ce qui fait qu'il y a... Comment dire? Ça permet finalement tout le monde d'avoir l'info et d'éviter... Le labo, souvent, il l'envoie à un médecin, les résultats, et éviter aux patients de devoir se trimballer avec ces résultats pour dire avez-vous vu ci, avez-vous vu ça. Donc, c'est aussi l'avantage du digital, quelque part, du numérique. Exactement, le côté connecté. Voilà, en fait, connecté, de permet de faire circuler l'information. Très clairement, il y a des nutritionnistes, des diététiciens qui disaient on n'a pas accès à telle ou telle analyse biologique, alors que nous, ça nous aiderait dans le suivi du patient. Oui. Donc voilà, nous, c'est... Mais de fédérer en fait autour du patient. Donc le patient est au centre et autour, il y a les pros de santé. Et si on élargit même l'idée derrière, c'est que comme on rentre sur un parcours qui est plus généraliste, on a vraiment en tête à terme aussi de se brancher avec le dossier médical du partagé du patient. Oui. Voilà, pour vraiment en plus ne pas être en plus exclusif. Vraiment, on a vraiment cette idée on veut fédérer et nous-mêmes, il faut qu'on puisse en fait être interopérable, donc pouvoir aussi transmettre nos informations à d'autres professionnels qui n'ont pas été forcément identifiés dans un premier temps ou qui ne sont pas sur la plateforme. Et c'est surtout qu'une maladie rénale peut être le prémisse d'une maladie cardiaque, le prémisse d'autre chose. Si effectivement tout le monde peut avoir accès à l'info, ça peut mettre la puce à l'oreille finalement de l'autre professionnel spécialiste qui n'aurait pas forcément eu accès. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs comme ça et santé, il y a vraiment un boom. Alors au début, c'était les Fitbit, podomètres, Withings, ces choses un peu simples. La tension, ensuite, on a vu arriver ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de lecteurs, d'analyse d'urine, de sang, de cheveux, de transpiration, de salive, de plein de choses. Et en plus, il y a de plus en plus d'acteurs, et même des acteurs, donc je parle de Fitbit, Withings qui étaient historiques, mais il y en a d'autres qui sont un peu étonnants, comme Black & Decker qui a racheté une start-up, PhyloHealth, pour récupérer une sorte de compagnon qui accompagne les personnes âgées pour prendre leur traitement, etc. Enfin, on voit un vrai engouement, en tout cas, sur la donnée de santé. Du coup, d'après toi, comment va évoluer cette industrie de la e-santé? Est-ce que ça va être plutôt tout le monde développe dans son coin plein d'outils, ou est-ce qu'il y a un moment donné, parce que finalement c'est utile d'avoir toutes ces informations du sang, de l'urine, des cheveux, de la transpiration, etc. Est-ce qu'il y a un moment donné où il y aura une espèce un agrégateur ou pas, ou est-ce que ça doit se faire au niveau de l'hôpital? Enfin, à un moment donné, comment tu vois ça évoluer en fait? Alors, c'est une excellente question en fait. Moi, comment je le ressens. On n'est pas vraiment du rationnel, on est sur le collectif. Donc, en fait, l'idée c'est que chacun fait un peu son projet dans son coin pour le moment. C'est un peu le défaut, mais ça a aussi une valeur, c'est que en fait, comme on est dans du clinique, du médical, la santé, il faut que chacun un peu creuse son sillon pour vraiment démontrer la valeur de ce qu'il a développé. Et en plus, chaque médium est tellement spécifique, donc je pense qu'il faut tellement une expertise que c'est compliqué d'être généraliste. C'est ça, exactement. C'est dispersé. Par contre, moi, je prends la convergence. C'est-à-dire que vraiment, il y a la notion d'interopérabilité, et cette convergence-là peut se faire par effectivement de l'interopérabilité donc entre solutions entre elles, avec une forme d'agilité, ou effectivement après avec peut-être quelqu'un de plus, un acteur, un industriel plus costaud qui peut en fait agréger tout ça. Bon, moi je pense qu'on va avoir des industriels plus costauds qui vont se positionner. Qui vont se dire tiens. Il y a un coup à se faire. On va peut-être, vu qu'on a les moyens, soit racheter plusieurs startups PME pour faire un agrégateur,
ou éventuellement se focaliser sur, par exemple, une pharma peut-être peut se dire tiens, moi je suis sur telle pathologie et je prends tous les outils pour ma pathologie, ou inversement pour le particulier, ou donc oui, ça effectivement, je pense qu'à un moment donné, tu penses que ça va être à horizon Il y a déjà des industriels, je pense que pour un gros industriel, il faut encore que les solutions soient mûres. Je pense qu'en termes de maturité des différentes solutions, il suffit juste de regarder est-ce qu'il y en a qui sont remboursés. Est-ce qu'il y en a qui vont aller jusqu'à la preuve clinique du bénéfice médico-économique engendré, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'être remboursé et qu'ils l'ont prouvé scientifiquement. Et il y en a très peu. Peut-être une appropriation des pros de santé, une réelle intégration dans le parcours de soins avant de se dire tiens, on va. C'est ça. On va agglomérer tout ça parce que quand on agglomère, en fait, on cherche en fait une synergie entre les. Et donc, qui dit synergie, c'est-à-dire qu'on a identifié la valeur ajoutée de chacune. Donc, on va faire 1 plus 1 égale 3. On va les mettre ensemble et avoir une synergie par rapport à un médicament, par rapport à plein de choses, tout un contexte. Donc je pense qu'il y a une forme en fait on n'est pas encore tout à fait mûr, si on regarde nous-mêmes, on est en voie on veut aller vers ça, mais on n'a pas encore la preuve. Il y a très peu de solutions qui sont vraiment qui sont allées jusqu'à cette preuve clinique. Et tu penses que ce serait mieux que ça soit plutôt les établissements de santé qui s'emparent de ça, d'agréger, ou est-ce que ce serait mieux plutôt le privé, qui est un acteur privé qui se dit finalement moi je vais créer l'outil que je vais ensuite fournir aux hôpitaux. D'après toi, qu'est-ce qui serait mieux pour le patient? Là je parle pour le niveau patient. Pour un patient, qu'est-ce qui serait finalement mieux pour lui? Alors je ne vais pas non plus mettre affrontement public-privé, mais c'est juste que l'hôpital, sa mission c'est de soigner. Un privé, c'est certes de soigner, mais il y a vraiment un côté business quand même qui rentre aussi en jeu. Ce que je vois de différence entre les deux, c'est que peut-être que l'hôpital en fait pourrait, s'il agrège des solutions, il va les agréger par rapport à sa population, sa patientèle, et par rapport à ses particularités qui peuvent être locales, des fois, logistique, humaine, RH, etc. Donc il y a ce côté par rapport aux patients, on peut s'imaginer que c'est un peu du coût humain, donc on va chercher ça va être le système de santé peut-être optimisé. Alors que si c'est un plus gros industriel, on va plutôt plus global. On va être standardisé, mais on va avoir cet effet d'échelle, donc on peut se dire qu'il y aura peut-être un effet, ça sera moins pertinent peut-être. Mais ça va peut-être plus vite. Mais ça peut aller plus vite, plus fort, et puis un effet d'économie d'échelle au bout d'un moment. Et donc un coût, c'est-à-dire qu'un ratio entre le bénéfice médical plus le coût que ça a derrière peut être amélioré. Je ne mettrai pas les deux on va peut-être aller vers un mix. Il y aura sûrement les deux à mon avis. Voilà, c'est un mix entre les deux, tout à fait d'accord. D'accord. Et en fait, ces outils donnent des informations précieuses aux pros de santé pour mieux comprendre l'état réel du patient, comprendre aussi comment personnaliser, j'imagine, mieux les prescriptions, les traitements. Le patient, lui, du coup, c'est plus concret pour lui. On observe aussi une autre tendance, du coup, de ces patients qui veulent être de plus en plus acteurs de leur santé. On voit même certains qui se disent maintenant ils veulent être en bonne santé, mais pour certains ça ne suffit même plus. Ils veulent profiter de la vie. On est passé du bien-être parfois au mieux-être. Je parlais de biohacking, cette tendance qui vient de Dave Asprey aux États-Unis, qui dit que comment est-ce que je peux hacker entre guillemets ma biologie, mes paramètres. Donc c'est souvent lié au mode de vie. Je ne parle pas de transhumanisme, parce que là, on est sur l'homme-machine. Je ne parlerai pas de cette branche-là, mais plutôt de la branche où j'optimise mon mode de vie pour finalement non seulement être en bonne santé, mais être, entre guillemets, la meilleure version de moi-même, vraiment la pleine santé, et ça le plus longtemps possible. C'est-à-dire, il y a le côté bienveillant, il y a plein de tendances comme ça qui se mélangent. D'après toi, avec tout ça, vu les outils, donc on est passé quand même de Dr Google à l'IA, à des choses de plus en plus précises. Il y a Google qui lance aussi ça c'est Google Lens qui donne des pré-diagnostics des problèmes de peau. Enfin, ça commence vraiment à se développer. Il y a pas mal de choses là-dessus. Comment se développer. D'après toi, comment va évoluer le rôle du patient dans tout ça? Et quel sera l'impact sur les autres parties prenantes, donc les établissements de santé, les pros de santé, les entrepreneurs, les régulateurs? Parce que je pense que ça va... Alors, c'est pas pour tout de suite, mais je vois quand même que les choses changent vite, mine de rien. J'étais à un événement sur la santé il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il y a 3-4 ans, on parlait de thérapie digitale, ça parlait à personne. Aujourd'hui, les établissements de santé ont compris ce que c'était.
D'après toi, comment les cartes vont être rebattues avec tout ça? Déjà, je vois une différence entre le marché américain et l'Europe. Ouais. Il y a clairement une différence. Aux États-Unis, clairement, le patient, c'est pour ça que c'est parti de là-bas, le patient, ils sont énormément dans la prévention, oui. Et moins dans le care. Ils sont déjà très sensibilisés là-dessus, ils investissent aussi sur leur santé. Donc c'est une philosophie différente en prévention, je veux dire. Oui. Et si on compare en Europe, on est encore énormément sur le care, oui. On est plus sur le curatif que le préventif. Voilà, exactement. Donc ça, il y a un peu cette balance déjà un peu derrière. Et donc effectivement, je dirais que clairement, avec notre regard d'Européen, on va avoir cette balance. Il va falloir qu'on aille sur le préventif. Tout le monde nous le dit, l'OMS, toutes les institutions disent qu'il faut aller vers là. On a un peu du mal. Il faut enclencher le chemin là-dessus, on le voit très bien. Et c'est la problématique, de partie prenante, je pense qu'il y a sur le système de santé. Et effectivement, ça demande une réorganisation, une perception de la prévention, comment on la finance. Parce qu'après, on se rend compte qu'aujourd'hui que les innovations évoluent très vite dans le domaine de la santé, mais que le système de santé lui-même, c'est un peu un mammouth, ça évolue un peu moins vite. Ouais. Sauf que j'avoue que les patients ont tendance à être patients et à attendre de recevoir les soins, à attendre de guérir. Sauf que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps d'Amazon, on est livré en 24 heures. Et puis tout est en temps réel. Maintenant, avec l'arrivée de ChatGPT, des compagnons où on pose une question, on a la réponse de suite, ou même le Fitbit, tout est dans l'immédiateté. Alors que finalement, dans le système de santé, on est encore dans le côté, je fais mon analyse, j'attends, et puis en plus je dois attendre que le sachant, l'expert, le médecin, est-ce qu'à un moment donné il n'y aura pas un décalage finalement entre ce que le système de santé propose et vraiment les attentes, puisqu'on est passé finalement de je suis content de voir mon médecin, le médecin de village, etc., où finalement c'était limite le père de famille, ou plusieurs familles, et beaucoup d'établissements de santé maintenant qui commencent à vouloir faire une expérience. Je pense à la clinique Pasteur, qui fait vraiment, ils sont quand même assez ils ont poussé le concept loin. Le concept pour penser aux patients, que ce soit centré sur le patient et non plus centré sur le personnel de santé. Il y a des choses qui bougent et maintenant on se rend compte que les gens ne veulent même plus uniquement une expérience. Il y a un côté aussi des attentes, des aspirations, de dire finalement ok, je suis venue pour ne plus souffrir, mais j'aimerais le faire en me sentant bien, que le parcours soit pas un parcours hyper douloureux, pénible. Je veux guérir, mais je veux que le parcours soit sympa, entre guillemets. Je pense qu'il y a une notion un peu de continuité derrière. Si on prend le cas que tu es en train de prendre, je vais à la clinique, effectivement on me soigne, c'est douloureux, etc. J'en ressors, et c'est vrai qu'actuellement ça s'arrête là. Oui. Et je pense que c'est là où on va aller sur il faut qu'il y ait un continuum, parce que même après une crise, un problème X ou Y, il y a toujours il y a une prévention après à faire, il y a une gestion de sa maladie. Est-ce que c'est le lien entre hôpital et médecin de ville, par exemple? Ça peut être juste ça? Moi, je voyais même la relation plutôt que le patient. Moi, je voyais déjà le lien entre le patient et je mets l'équipe médicale, je mets le médecin. Il y a effectivement un sujet entre la médecine de ville et la clinique. Mais je verrais déjà, je pense que le médecin, de plus en plus, il va avoir une fonction de coach, en fait. Ok. Il y a le patient va être volontaire, va aller sur ChatGPT pour savoir ce qui lui est arrivé, etc. Il va avoir des informations dessus. Et donc derrière, en fait, il va y avoir de la donnée poussée par le patient, une volonté du patient. Qui ne va pas pouvoir en fait aller voir son médecin en plus trop souvent, on voit bien qu'il y a des pénuries de médecins, il y a une problématique là-dessus. Donc d'un certain côté, donc, on a moins de médecins, on a les patients qui sont de plus en plus motivés pour y aller. Donc on voit bien que c'est plus le médecin qui est un peu le père de famille, qui suit de très près, ça sera un peu plus éloigné, donc une forme un peu de coaching. Et donc quelque chose qui soit par contre plus dans le temps, une sorte d'effet un peu de comète, c'est-à-dire que quand il y a une crise, quand il y a une problématique, c'est suivre le patient, un peu plus juste… garder le lien en fait. Garder le lien, exactement. Et donc c'est là où la digitalisation
elle apporte, c'est-à-dire qu'elle permet, elle simplifie la chose. Après, elle ne fait pas tout. Non. Il faut du présentiel et du digital. Il y a bien sûr, on l'a vu, bon, il n'y a pas besoin de conclure dessus avec le Covid, hein, il y a ses limites. Oui, ça a été un peu un électrochoc, on va dire. Ouais, et puis on voit bien qu'on est allé très loin sur la digitalisation et on voit bien que des fois on revient un peu dessus. Il faut trouver un équilibre. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Et comment vois-tu du coup l'évolution justement de la santé avec toute cette technologie? On parle de ChatGPT, mais l'IA en général, il y a quand même pas mal d'outils qui vont se développer, qui sont de plus en plus performants. Il y a la blockchain aussi qui assure, alors on pense à blockchain pour le côté crypto, le bitcoin, mais c'est pas que ça. Ouais. C'est aussi plus globalement la sécurisation, la transparence des données et une certaine souveraineté aussi, puisque certaines personnes qui sont tournées vers la crypto l'ont fait aussi pour être plus ou moins souverains dans le domaine financier. Et certains commencent à vouloir aussi avoir une certaine souveraineté dans leur propre santé. Enfin, on voit quand même pas mal de choses émerger. Et ça va de plus en plus vite. Alors certes, le grand public a découvert l'IA il n'y a pas très longtemps. Alors ça ne date pas d'hier, ça fait très longtemps que ça se développe. Ouais. Mais on voit que du coup, une sorte de compétition, du coup, depuis que ChatGPT est sorti, du coup tout le monde parle d'IA. Moi, ça me fait sourire. Dans le cadre d'accompagnement d'entrepreneurs, il y a quelques mois, on entendait beaucoup parler de blockchain, de crypto, tout le monde parlait. C'était le terme à la mode. Et maintenant, le terme à la mode, c'est IA. Genre pour tous les projets, tout le monde glisse le mot IA ou machine learning ou l'IA générative. Enfin, voilà, ça me fait sourire quand je vois ça. Et est-ce que tu penses, comment tu vois le monde de la santé dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu penses qu'il y aura des gros changements? Oui. Alors, ça va boucler avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet d'inertie dans la santé qui est toujours... Dans l'innovation, on dit qu'il y a toujours un premier pic, un engouement, puis après il y a la désillusion, puis après on arrive sur le rendement après. Donc je pense que voilà, sur la santé, il faut de suite se projeter sur l'effet. Ça écrète énormément l'effet d'engouement. On parle d'IA, mais voilà, quand il faut soigner un patient, ChatGPT, c'est assez... J'ai pas trop testé la chose. Non, mais ChatGPT, honnêtement, ayant testé, on va dire que c'est un stagiaire qui a plein de doctorats, qui connaît beaucoup de choses. D'accord. Mais qui manque peut-être un peu d'expérience dans un domaine donné. Il faut quand même l'éduquer, l'entraîner. D'accord. Et mine de rien, un humain, ChatGPT n'a pas forcément d'intuition. Il y a quand même pas mal de choses. C'est un outil formidable, mais pour moi, ça fait pas tout. Ouais. Alors après, je sais pas jusqu'où ça ira, c'est la grande interrogation. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que ça va simplement faire le ménage, entre guillemets, sur ce que l'humain fait de façon automatisée, des choses à faible valeur ajoutée quelque part. Ouais. Et que ça va nous permettre, après je suis toujours mon côté optimiste, nous rendre compte finalement qu'est-ce qui fait... toute la valeur de l'humain en fait, qu'est-ce qu'on apporte, l'intelligence humaine. Moi, même certains disent qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle, c'est plus une machine, une automatisation. Mais après, on n'est pas à l'abri que ça évolue encore. Mais je me dis avec tout ça, ok, le système de santé va mettre du temps à réagir, mais on parlait des privés, on parlait des patients, on parlait des outils qui sont développés par Google, par d'autres privés industriels. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas une sorte de santé à deux vitesses? Est-ce que... voilà. Et comment va réagir du coup le système de santé classique? Est-ce qu'il n'y aura pas un... Et puis je pense que pour les régulateurs, ça va être s'arracher les cheveux aussi, j'imagine, puisque ça sera des cas, des cas flous, des flous juridiques. Ça fait penser vraiment, on est un peu sur la même chose, même sur la voiture autonome, où il y a des questions sur le juridique derrière. Voilà, c'est cette autonomisation, cette automatisation qu'il y a derrière l'IA qui fait toujours, qui pose question. C'est un peu, quand on regarde les constantes de temps et qu'on se projette, je me dis toujours qu'en fait, ce genre de choses, ça va nous faire mûrir en termes de briques technologiques. Ce sont des briques technologiques qui vont rendre l'intérêt que quand elles seront associées à d'autres choses qui auront aussi une forte valeur. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA en elle-même, c'est l'IA, elle mûrit actuellement très vite, très fortement, ok, c'est super. Mais ce n'est pas l'IA toute seule qui va faire de la valeur pour la santé. Après, il y a peut-être d'autres technologies qui vont sortir, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus
et comme, enfin, on parle de métaverse, je n'irai peut-être pas jusque-là, je ne sais pas si c'est ça qui changera les choses, mais on voit des fois dans certains pays où c'est carrément des IA qui remplacent certains médecins, des psychologues. Je vois en Chine, ils ont créé, je ne sais plus comment ils l'appellent, un avatar, et ils ont demandé aux patients s'ils préféraient un psychothérapeute humain ou un psychothérapeute IA, et ils ont préféré le virtuel, puisqu'ils considéraient que le psychothérapeute virtuel ne les jugeait pas. Ah oui, d'accord. Bon, il était bien programmé pour être bienveillant. Il y avait un côté, et puis un côté toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait aussi ce côté-là. Ce qui est surprenant. Après, je pense que c'est lié au fait qu'on est passé effectivement du médecin, je disais, de village qui était proche, qu'on connaissait, il y avait vraiment un suivi, à finalement des pénuries de médecins, ou le médecin qu'on voit rapidement, et que mine de rien, c'est bien la digitalisation, mais les gens sont quand même en recherche de liens, j'imagine, de partager. Donc, certains veulent développer des espèces de chats, de callbots, etc., pour remplacer l'humain, pour créer un pseudo-lien. Ouais. Mais est-ce que ce lien peut remplacer vraiment l'humain, un lien vraiment... Jamais, il y aura toujours en fait toujours le curseur entre ce qui est artificiel et vraiment l'humain, et ça dépend un peu de la capacité de l'humain derrière à ce qui est disponible ou pas. Donc effectivement on voit bien que là l'humain est moins disponible actuellement, et donc on essaie de mettre en place plein de solutions, et donc ça, on va aller vers ça. On va aller augmenter en fait ces solutions-là pour essayer de remplacer un peu l'humain. On n'atteindra jamais ce niveau-là. Je vois pas complètement, mais c'est un peu comme dans certains cas d'usage, on voit que l'IA peut être très bien pour filtrer, pour préfiltrer, pour réorienter, préorienter, voilà, exactement, pour du diag, ou même dans un parcours de soins, c'est la même chose. J'arrive, j'ai une problématique, à la limite c'est vrai que quelque chose, un peu la question qui est faite un peu en routine, etc. En fait, qu'elle soit faite avec un avatar ou avec un questionnaire, etc. Il y a toujours une manière de faire pour que ça passe mieux, que ce soit plus fluide. C'est vrai qu'à la limite, il y a peu de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est au moment où il y a quelqu'un qui réfléchit et qui prend en compte vraiment un panel médical, le panel médical du patient. C'est là où il y a la plus-value, en fait. Oui, l'IA, en fait, sa plus-value, c'est de pouvoir traiter une quantité de données hyper importante. Après, il y a quand même eu quelques ratés, parce que l'IA a tendance à vouloir faire plaisir. L'IA veut forcément répondre. En tout cas, c'est le problème de ChatGPT. Pour l'anecdote, il y a un avocat, je crois, aux États-Unis qui a voulu utiliser ChatGPT pour pour traiter une affaire. Et en fait, ChatGPT a sorti des textes qui n'existaient pas. Parce qu'il y a un côté, il y a un biais encore. Et en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est la base de données sur laquelle s'est reposée l'IA. En fait, tout est là. Et le risque aussi, c'est est-ce qu'on peut biaiser, est-ce qu'on peut mettre des fausses informations, d'où elles sortent. Alors, c'est sûr que c'est super d'avoir l'immédiateté. On pose une question et en quelques secondes, on a une réponse. Mais finalement, par rapport à Google, sur Google, au moins, on peut peut-être voir la source. Peut-être se poser la question, est-ce que c'est une source réelle ou pas. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu quand même beaucoup de fake news, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Mais on se demande du coup avec l'IA, est-ce qu'il n'y aura pas aussi des informations fausses dans la base de données que l'IA aura intégrée, en fait, la base de données de l'IA. Donc je pense qu'il y a du boulot. Non, mais je suis d'accord. Nous là-dessus, notre vision... Et vous pensez à intégrer un peu d'IA dans tout à fait. Ouais. On travaille avec un laboratoire qui travaille là-dessus, qui est sur Toulouse. Effectivement, mais c'est vrai que dans le terme d'IA, en fait, il y a plein d'algos différents, beaucoup de choses différentes. Donc nous, on y va très humblement, on y va step by step. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour vraiment qu'il y ait de l'IA, pour faire de la vraie IA... Il faut de la donnée. Voilà, c'est ça, il faut générer de la donnée. Donc c'est un peu l'idée, c'est de faire monter un peu la boule de neige, en fait. C'est-à-dire que, c'est de faire une amorce à quelque chose d'assez simple, puis après de générer d'autant plus de données, et plus on génère la donnée, plus on pourra alimenter des modèles, en fait, qui permettent derrière de renvoyer un maximum d'informations pour le patient. Pour faire gagner du temps aux professionnels de santé. Donc c'est quand même un point, les deux choses sont là. C'est les utilisateurs, c'est le patient et le professionnel de santé. Le professionnel de santé, on vient de le dire une fois, c'est quand même quelqu'un qui a peu de temps, qui est sous contrainte, donc voilà, il faut lui faire gagner du temps. Ils nous le disent, en gros, faites le truc le plus simple possible, pré-mâché, voilà. Ok.
Je sais que tu es papa de trois filles. Ouais. Super papa. Quand tu penses à leur avenir dans ce monde qui est en constante évolution, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es plutôt optimiste? Est-ce que tu es inquiet sur certains points? Comment tu le sens en fait? Sur la santé, avec tout ce qu'on a dit, moi je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y aura vraiment tel que je me représente en fait, comment leur rapport à leur santé, à leur corps, je l'imagine comme une plus grande connaissance, une meilleure perception de leur corps, en fait, une meilleure écoute aussi de leur corps. Ça, je l'imagine comme ça, plus que nous. Après, ils ont peut-être de l'éducation thérapeutique de leur féminage. C'est ça. Non, je leur fais pas des cours d'éducation thérapeutique à la maison. Ça leur fait déjà marrer de savoir que papa il travaille sur le pipi. Ça, c'est quand les petits qui ont 3 ans, ça les fait bien marrer. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et voilà. Non, moi après la partie de crainte, ça va être un peu un bateau, mais c'est la partie environnementale, mais la partie les problématiques environnementales. Et ces problématiques environnementales, on le dit de plus en plus, c'est que ça a un impact, c'est ce qu'ils appellent l'exposome, c'est-à-dire que ça a un impact en fait sur notre santé. Oui. Et c'est plus ça ma crainte. Et ça là-dessus, elles auront un enjeu individuel et ça aura un impact collectif. Oui. Donc c'est pas la même chose que je pense qu'à le côté de leur santé, leur corps individuellement, elles sont plus efficientes que nous, ce qu'on pourrait avec notre époque. Mais ça à la limite, elles peuvent le contrôler, elles, le maîtriser, alors qu'effectivement l'environnement. C'est elles vont être exposées. C'est vraiment, il y a moins de prise dessus. Enfin, c'est dépendant du collectif. C'est vraiment, voilà, il faut que chacun aille dans le même sens pour aller vers ça. Là, je suis plus inquiet là-dessus. Les signaux sont quand même. Là, je parle vraiment inquiet pour notre planète, pour notre survie. Et même avant cela, c'est l'impact du réchauffement climatique sur notre santé. Là, je suis plutôt inquiet. Il y a quand même beaucoup de signaux d'alarme qui commencent à se déclencher. Là-dessus, je pense qu'on le sous-estime aussi. Voilà, oui. Mais alors, on espère tous que ça ne sera pas trop tard. Attends, moi je dis qu'il n'est jamais trop tard, mais bon, on espère tous ne pas atteindre le point de non-retour. Mais effectivement, quand la nature est impactée, l'être humain aussi, puisqu'on fait partie d'un écosystème. Donc, on n'est peut-être pas les tout premiers impactés, mais à un moment donné, on est forcément dans la chaîne. Tout à fait. Dans la chaîne. Je comprends. Si tu devais partager un conseil précieux à d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans de la e-santé, des dispositifs connectés, qui veulent contribuer comme toi en fait à la santé des patients, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, je dois dire 2 conseils en un. Je dois. Oui, même jusqu'à 3 si tu veux. D'accord. Non, je rebouclerai sur ce que j'avais dit au début, c'est cette notion de fédérer autour de soi. C'est vraiment un point central. Et le deuxième point, pour se lancer, c'est de croire en son projet, c'est d'avoir extrait vraiment quel est le sens de ce qu'on veut faire. Donc ça, de garder cette boussole continuellement, de se dire les fois où parce on fait le yo au niveau émotionnel. Oui, c'est montagne russe. Voilà, c'est montagne russe. Et donc quand on est plutôt down, il vaut mieux, il faut à un moment donné toujours se dire bon ok, je serre les dents parce que je sais que ça a du sens ce que je fais. Voilà, je pousse, je mets mon énergie. Et en plus, au bout d'un moment donné, en fait, quand on met son énergie, on ne se sent plus comme c'est pas douloureux. Enfin, c'est quand on aime ce qu'on fait, voilà. On sait pourquoi on fait. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est plaisant. Moi, ce que je trouve plaisant, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas à me forcer pour faire les choses parce que j'ai ma boussole, donc je suis cette boussole. Voilà. Est-ce que tu as un livre ou une personne qui t'ont vraiment inspiré, pour justement tenir dans ce parcours entrepreneurial ou est-ce qu'il y a une activité que tu fais pour au moment oui, oui, moi je cours. D'accord. Course à pied. La course à pied, et puis surtout dans la course à pied, en fait, ce que je retrouve énormément, c'est le côté. Alors, je fais du marathon, tenir dans le temps, un effort physique. La fameuse barre de 30 km. Voilà, c'est ça. Et ça, on retrouve en fait les mêmes choses dans le
tenir en fait un effort important. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut être l'effort intellectuel au niveau de l'entrepreneuriat, l'énergie qu'il faut mettre dedans. C'est un peu ça, c'est aussi se gérer, se dire faut pas se cramer sur les 100 premiers mètres. Pas démarrer en train, il faut tenir les 42 km. C'est ça, exactement. Et ça, je retrouve exactement, et ça reboucle vraiment sur tout l'aspect. C'est-à-dire que le marathon, ça me permet aussi de me questionner sur mon corps, sur ma santé. Ça me fait aussi travailler sur le psychique, sur comment je travaille un objectif, comment je fais pour atteindre mon objectif, comment je mets les moyens pour l'atteindre. Et ça reboucle avec l'entrepreneuriat sur ces deux notions-là. Du coup, tu utilises ton Uriki pour optimiser tes performances au marathon? Alors, je lui fais, mais maintenant j'ai les habitudes qui sont rentrées sur l'hydratation. Là, c'est bon. C'était aussi en lien un peu avec mes calculs rénaux. Donc, c'est bon, là j'ai été vacciné. Ouais, c'est bon. Ok. Et en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de notre conversation d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu devais résumer en une ou deux phrases, ce qui est le plus important pour toi? Le plus important, c'est que le futur de l'e-santé il est très prometteur. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qu'il faut commencer à se les approprier. C'est un peu le but de cette discussion, c'est de commencer à se sensibiliser à toutes ces questions, à se les approprier. Et c'est principalement ça. Ok, ça marche. En tout cas, je te remercie. Je suis sûre aussi que ça a été très inspirant pour vous. On a vu pas mal de choses sur l'avenir de la santé, le fait aussi, le lien finalement entre le mode de vie pour prévenir, guérir ou éviter une rechute. Le côté aussi IA, blockchain qui inquiète un peu tout le monde et savoir finalement ça va être quoi l'impact sur l'industrie de la santé. Et si vous êtes un futur entrepreneur qui a une idée, mettez-vous au marathon, on se rigole. Non, mais en tout cas, vraiment avoir une vraie mission. Le déclic pour Jean-Christophe, ça a été les calculs rénaux. Mais bon, ça peut être aussi d'autres événements de votre vie. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Donc si vous souhaitez être tenu au courant des autres épisodes du podcast ou d'autres vidéos de la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner sur un bouton qui est au-dessus ou en dessous de la vidéo, ou sinon vous abonner au podcast, et si vous pouvez aussi mettre une petite note si ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode pour explorer et imaginer le futur de la santé. Merci, à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi part dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va apparaître quelque part par ici. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et devenir vous aussi un visionnaire santé et contribuer au futur de la santé, alors inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description ou qui apparaît ici, donc cut.ly/les visionnaires santé. Donc je suis Adriana Georges et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode pour explorer la santé d'aujourd'hui et imaginer et contribuer à la santé de demain.